Et bienvenue dans le 224e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on parle vélo, on parle cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés avec une grosse nouveauté pour ce 224e épisode du Coup Tordu. Vous le savez, on fait des interviews, on fait des previews, on est présent sur toutes les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, et pour la toute première fois, le Coup Tordu est également diffusé sur YouTube. Et donc voilà, amis de YouTube, peut-être que vous découvrez ce podcast. En tout cas, on est content de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Coup Tordu avec un invité. Alors je vous rappelle déjà que dans l'épisode précédent, on a eu Pierre Barbier, le sprinter de chez Philippe Wagner Bazin, qui bascule à la Bingall en 2025. Et donc dans cet épisode, on retrouve quelqu'un qui a un petit peu qui a le même parcours, en tout cas sur ces derniers mois et sur la saison prochaine, puisque lui aussi était à Philippe Wagner et lui aussi signe du côté de la Bingall. C'est Quentin Béza qui est avec nous dans le podcast. Bonjour Quentin et bienvenue, content de te retrouver dans le Coup Tordu. Bonjour, merci de votre invitation, c'est avec plaisir. Et avec un grand plaisir, Quentin, on va pouvoir parler un petit peu de ta saison et les coulisses de ton transfert dans cette fusion entre la Philippe Wagner Bazin et la Bingall. Mais bien évidemment, Quentin, je ne suis pas tout seul pour t'accueillir dans le podcast. Il est là, il est dans la place, le plus italien des suiveurs français, c'est Monsieur Enzo alias Phoenix. Ça va mon Phoenix ? Toujours debout, toujours vivant, comme dirait Renaud. Ça va très bien et très content d'avoir Quentin avec nous ce soir. Ouais, grave. On va passer une belle petite heure avec Quentin. Et puis bien évidemment la Thib aussi. Thibaut, t'étais tout beau dans sa déraille. T'as mis une cravate là. T'as mis ta cravate aussi pour accueillir Quentin. On était sur notre 31 pour la remise des awards de la saison, mais non, là aujourd'hui je suis rentré en tenue de travail. D'où le petit retard. Il a fallu que je mange au lance-pierre parce que la journée a été longue. Bon, de toute façon, voilà, on vient en mode détente dans le Coup Tordu, tranquillou pour ce 224e épisode du podcast. Voilà, là on a appris un petit peu la journée de Thibaut. Toi, Quentin, comment ça s'est passé pour toi, on va dire ta journée? On enregistre le mercredi 28 novembre 2024 et tu en es à quel stade dans ton cycle de préparation pour 2025? Là, c'est la 4e semaine de préparation, on va dire. Et belle journée aujourd'hui sur Dijon. Donc, j'habite à côté de Dijon, à Talent. Et belle journée aujourd'hui, c'était la plus belle journée de la semaine. Donc, j'en ai profité pour faire 5 heures. C'est bien passé. Et puis, premiers exos de force classiques à cette période de l'année. Bon, on avait eu Pierre Barbier la semaine dernière, mercredi dernier dans le podcast. Alors il nous a rien dit, il nous a rien lâché. On a même parlé un petit peu avec lui après le podcast. Il était au courant quand on a enregistré que tu signais à la Bingall, parce que ça a été annoncé 2 jours après qu'on ait enregistré le podcast. Alors oui, je pense qu'il a bien caché la chose. Alors je sais pas si c'était encore officiel ou non, si j'avais le contrat encore signé ou pas avant que ce soit dévoilé. Mais oui, Pierre, c'est la pièce maîtresse qui a fait que j'ai signé dans l'équipe. Et donc oui, ça a été un des premiers, si ce n'est vraiment un des tout premiers à être au courant de ma venue dans l'équipe. D'accord. C'est vrai qu'il nous a un peu vanté ses mérites, donc ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, on en parlait un petit peu sur les réseaux sociaux, mais même si t'avais pas eu, voilà, je le dis, si t'avais pas eu d'équipe, j'avais prévu de toute façon de te lancer une invitation pour qu'on parle de tout ça dans le Coup Tordu. Alors Quentin, bien évidemment, avant de parler un petit peu des coulisses de ton transfert, on va revenir un petit peu sur ta carrière, sur ton année 2024, sur ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois. Donc on va faire un petit retour en 2023. Donc tu as eu de gros résultats en amateur, notamment une première victoire sur une 2.2, donc vraiment je crois 8 victoires en 2023, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 8 victoires en 2023. À quel moment t'as été contacté pour intégrer ce projet Philippe Wagner et donc pour passer professionnel? Ça s'est fait au fur et à mesure de la saison parce que comme vous le savez, Philippe Wagner à l'époque il était encore en N1. Du coup, on concourait tous les week-ends un peu contre, quoi. Et puis, ils étaient localisés dans l'Est, comme moi, j'étais au club de Dijon. Donc, on était tous les week-ends, entre guillemets, adversaires. Et du coup, j'étais en contact via le staff de chez eux assez régulièrement après mes premiers résultats.
Et j'étais vraiment bien en contact après le championnat de France. Et puis, j'avais pas non plus, avec mon manager de Dijon, j'avais pas trop de contact ailleurs. Donc, ce dernier, donc scolairement, il m'a dit, à mon âge, si j'ai un contrat, parce que du coup, j'avais un vrai contrat, comme un contrat en continentale française. Si j'ai un contrat sous les yeux, il faut que je signe dans la première équipe qui me propose, parce qu'à mon âge, si je refuse et qu'après j'ai pas d'autres équipes, je pourrais m'en mordre les doigts, quoi. Parce que là t'as 26 ans, c'est ça? Ouais, cette année j'ai 26 ans, donc l'année dernière 25, donc ouais, ça va commencer à faire vieux dans le monde amateur. Ouais, parce que on a vu Eric Boyer dans le podcast il y a pas l'épisode d'avant, mais encore l'épisode d'avant. Voilà, j'ai envie de dire qu'à l'époque d'Éric Boyer, au niveau de l'âge, lui, il a quasiment suivi. Il est passé pro à 24, 25 ans. Donc j'ai envie de dire qu'à l'ancienne, c'est un cursus quasi normal. Mais c'est vrai que la tendance actuelle est de faire signer les coureurs de plus en plus jeunes. Donc tu signes ton premier contrat pro à 25 ans. Est-ce que c'était aussi un petit peu un choix de ta part d'avoir une maturation tardive? On voit des coureurs qui suivent des études assez longues, où tu commençais un petit peu à te poser des questions sur le fait de réussir à passer professionnel à un moment donné? En fait, moi j'avais pas trop le choix entre guillemets, parce que déjà je suis venu tard au vélo, j'ai commencé vraiment que à 15-16 ans. Et après, en fait, j'ai ce jour mis mes études d'abord. Donc j'ai fait une licence en STAPS sans être sportif de haut niveau à côté, et après j'ai fait un master. Bon là j'avais le statut de sportif de haut niveau, mais j'ai fait un master dans une grande école de commerce à Strasbourg. Et c'est à partir de l'année du Covid où quand on a pu être confiné chez soi et j'ai pu bien m'entraîner un peu comme les autres, avec malgré l'année où j'ai eu des pépins, la ski se termine bien avec un titre de vice-champion de France. C'est vraiment là que je me suis dit que je pouvais éventuellement pouvoir passer pro, mais bon, c'était ma dernière année espoir déjà, donc c'était déjà compliqué. Et puis j'ai fini mes études réellement en 2022, donc à partir de là, et comme je continuais de progresser, je me suis dit j'essaye encore 2 années. Et 2023, c'était vraiment ma dernière année où je me suis dit là c'était ma deuxième année à fond dans le vélo. Et je me suis dit si je passe pas pro à la fin de l'année, tant pis, mais au moins j'aurais pas de regrets, j'aurais tenté, quoi. Et du coup ça l'a quand même fait, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans votre équipe du SCO Dijon, vous êtes 3 de ces coureurs, on va dire, sur la maturation tardive à passer pro à 25 ans, avec Kevin Avoine qui s'est montré cette année, et Tom Donnersfeld qui lui va passer du côté des Decathlon AG2R. Donc quelque part, c'est une belle institution que vous nous montrez du côté du club amateur de Dijon. Ah oui, c'est clair. Tom, il a un peu encore plus de maturité tardive encore. Il a commencé il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Et puis lui, on a tout de suite vu que c'était une machine avec les watts qu'il avait, mais il savait pas encore très bien rouler tactiquement, on va dire. Et là, on le voit chez les pros, tout de suite, il a percé cette année, alors que c'est que sa 3e année de vélo, et puis il fait pas encore beaucoup de bornes. Et puis, Kevin, ça faisait aussi 2-3 années qu'il méritait de passer pro, et c'était pareil, il donnait sa dernière chance en se relançant au SCO Dijon pour essayer de passer, et ça l'a fait. Puis il a aussi eu une bonne année malgré qu'il y a eu quelques pépins physiques, donc ouais, c'est cool. Donc fin 2023, Quentin, il y a un premier stage, donc tu signes chez Philippe Wagner. Il y a un premier stage, dont on a parlé avec Pierre Barbier la semaine dernière, où c'est le jour 0 de l'équipe Philippe Wagner, puisque tu le disais, l'équipe était en amateur, elle passe en professionnel. Ce tout premier stage où tout était à construire, comment tu l'as vécu? Quelles ont été tes sensations en arrivant et en découvrant un petit peu tes équipiers, ta première structure professionnelle? En fait, ce stage, moi, je n'y étais pas parce qu'en fait, ça s'est fait un peu au dernier moment. Et moi, j'avais déjà réservé 2 semaines de stage à Cazes avec justement des collègues de Dijon. Et du coup, l'équipe, il y en avait d'autres aussi qui étaient dans ce cas-là. Et du coup, il n'y avait pas toute l'équipe. Donc moi, j'y étais pas à ce premier stage, mais bon, j'ai eu des échos, notamment de Pierre et puis de Gwen aussi, ouais. Ouais. Donc en fait, ce que nous avait raconté Pierre un petit peu la semaine dernière, c'est qu'avec Rudy, ils avaient dû mettre certaines choses en place, et ensuite, quand il y a eu d'autres regroupements, on va dire que le terrain avait déjà été un petit peu élagué. Donc finalement, toi, quand t'as pris contact avec l'ensemble de l'équipe et à ton premier regroupement, là, l'équipe était déjà dirigée dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Ouais, on sentait que c'était quand même déjà plus cadré. On avait eu des échos du premier stage et de tout ce qui avait déjà été amélioré. Et puis, les coureurs qui avaient fait le premier stage, ils ont pu nous dire tout ce qui a été fait. Et puis, nous, on l'a vu, on est arrivé, on a vu que c'était carré, quoi.
Donc carré, comme la première course à Sarja, puisque c'est là réellement que tu fais tes débuts professionnels avec l'équipe Philippe Wagner. Donc on rappelle, on a parlé la semaine dernière, Pierre remporte deux étapes. Voilà, t'étais présent dans le train de Pierre. On te voit sur les fameuses photos où l'équipe lève les bras sur les victoires de Pierre Barbier. Toi, tu fais un premier chrono, donc ta spécialité, bon voilà, je sais que les auditeurs du podcast le savent, te connaissent. Ta spécialité, c'est le contre-la-montre. Premier chrono, tu termines 5e. Est-ce que tu avais un objectif précis sur ce premier contre-la-montre? Ouais, j'avais d'abord un objectif. Après, ce qu'il faut savoir, déjà, c'était le 3e jour de course et il y avait la chaleur, donc il faisait environ 30 degrés. Donc, il y avait l'acclimatation, on était acclimaté avec les 2 premières courses. Mais oui, j'avais un petit objectif de watts et je me suis dit, j'avais dit aux gars que vu la Star 6, après, c'était dur de connaître tout le monde parce qu'il y avait un peu des gens d'autres continents qu'on pouvait pas forcément connaître. Mais je m'étais fixé, top 5. Et après, comme c'était en vélo de route aussi, c'était un peu différent. Donc, moi, j'en ai pas fait tant que ça en vélo de route. Et le vélo de route, cette année, on l'a eu tard, donc j'ai eu 2 semaines avant. Donc pareil, au niveau des repères sur le vélo, c'était pas non plus optimal. Mais je m'en suis bien sorti, sachant qu'en plus, j'ai eu un problème d'oreillette au bout de 15 secondes ou 20 secondes de chrono, l'oreillette marchait plus. Donc 10 bornes, c'était 5 km aller-retour en ligne droite, donc c'est quand même long quand on n'a pas de désencouragement. Je m'en suis quand même bien sorti, je pense. Alors ça m'a complètement échappé. Vous aviez pas le droit au vélo de chrono sur ce contre-la-montre. C'était pourquoi? Pour pas désavantager les équipes locales qui avaient pas forcément le même matos? Je sais pas si c'est pour désavantager les équipes locales ou plutôt favoriser les équipes comme nous qui venions en avion pour justement. Et moi, c'est sûr, je vais pas vous le cacher, je pense que si j'avais le vélo de chrono, c'est sûr que ça aurait été, je pense, plus j'ai le vélo de chrono, j'avais les repères l'année d'avant. Je pense que j'aurais pu faire un autre résultat. Après, avec des si on refait le monde, mais pour ma première en vélo de route, j'étais quand même satisfait. Et donc tout de suite t'enchaînes. Alors là tu récupères ton vélo de chrono. Voilà, donc déjà j'imagine Sarja, voilà, je pense super souvenir gravé dans les mémoires pour longtemps. J'ai envie de dire il y avait pas mieux pour lancer l'aventure de la team Philippe Wagner. Ah oui, franchement c'était top. Moi j'avais un peu de pression parce que on sentait que Pierre et Rudy ils étaient surmotivés et moi j'avais un peu la pression dans le sens où j'avais l'habitude de faire des trains en amateur et j'adorais ça, mais j'avais la peur aussi de l'angoisse de mal faire avec eux, mais du coup ça s'est super bien passé avec les 2 victoires d'étape. Et puis aussi à titre perso, comme vous avez dit, je me suis rassuré avec cette 5e place sur le chrono et aussi avec l'étape des Bordeaux, j'ai pu aussi également bien me placer pour le classement général où j'ai obtenu un top 10, donc c'était clair, super semaine. Et puis on a tout de suite noué des liens très forts avec une bonne partie de l'équipe qu'on a eu toute l'année quasiment, quoi. Donc derrière, t'enchaînes, on va remonter, on va dérouler le câble, on va remonter le fil de ta saison, Quentin. Donc là, on bascule tout de suite sur le Tour de la Provence. Il y a un deuxième chrono, donc un contre-la-montre inaugural qui est littéralement écrasé par Mats Pedersen. Toi, tu termines à la 13e place. Il me semble que t'as eu le meilleur temps pendant un moment, non? Oui, ça a duré vraiment très court parce que je crois que je suis parti en 5e ou 6e et je suis arrivé, j'avais le meilleur temps. Bon, j'avais le gros rouleur de la Trek là, qui était j'ai plus le nom en tête là, le tracteur Sodervist. Ouais. Non, celui-là qui était à Quick-Step qui tirait des bouts droits. Leclerc. Ouais, Leclerc qui est parti juste derrière moi, donc j'étais content de l'avoir battu. Après lui, je savais pas s'il l'avait à fond. Et 2 minutes après, je crois, il y a Jérémy Cabot qui est venu et qui m'a passé pour une seconde, je crois, et puis qui lui a terminé top 5. Donc oui, j'ai eu à peine le temps de voir, j'étais premier, que je suis déjà passé deuxième, quoi. Mais bon, quand on voit le top 10, même les 12 coureurs qui sont devant toi, il y a quand même de quoi être fier. Mats Pedersen, c'est un sprinter qui va plutôt vite dans l'exercice individuel, notamment très court, à savoir le prologue. Toi, tu es un spécialiste de l'effort court qui va vite au sprint. Vous êtes un peu le pendant des deux, mais quand on voit ces 12 hommes devant toi, il y a quand même pas de quoi rougir, d'autant plus que on le sait, les chronos c'est un peu cette course à l'armement. Donc du côté de Philippe Wagner, c'est pas péjoratif de dire que vous n'étiez pas non plus les plus avantagés. Il y en a qui roulent en Ferrari devant toi, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est ce que je me suis dit. J'étais vraiment content de ma perf. Mon deuxième de Conti, du coup, derrière Cabot, c'était classe, on va dire World Tour ce jour-là. Et puis bon, il est aussi resté pour ses résultats en chrono.
Mais oui, il y avait notamment, je crois, il y a 5 KG2R devant moi. Eux, ils ont eu leur nouveau vélo. Après, je suis pas à plaindre au niveau du vélo, mais ils ont eu leur combinaison. Ils ont fait des tests, savoir tout ça en soufflerie, en piste que moi j'ai jamais fait. Donc c'est sûr que là-dessus, il y avait des gains, à gagner, mais j'étais quand même très satisfait. Ouais, j'avais battu quand même des costauds. Et puis le prologue, tout le monde l'a quand même fait à fond ce jour-là, vu que après les 3 étapes qui arrivaient étaient ouvertes et on l'a vu, Pedersen il a passé l'étape 2, donc il a gagné le général, quoi. J'ai une petite question sur le chrono de manière générale. Alors, dans le monde du vélo, le chrono c'est quand même un exercice qui est qui est à part. Hein. C'est toi contre le temps, toi contre ta machine. Toi contre toi-même. Hein. Ouais, toi contre toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours attiré et que tu as voulu travailler, ou est-ce que au fur et à mesure du temps tu t'es découvert une prédisposition pour l'exercice et tu t'es dit je vais capitaliser là-dessus, un petit peu l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est arrivé en premier? En fait, pour pas vous cacher, du coup, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé le vélo tard, en fait, j'ai commencé en SEGT pour pas vous cacher, et du coup, il y avait des grimpés chronométrés les étés, il y en avait 5 ou 6, et mon père, il roulait aussi à côté, et du coup, on allait et on faisait ça parce que moi, du coup, je pouvais faire ça sans licence, ou à l'époque, je sais plus, j'ai pris la licence comme ça. Et du coup, je les ai fait. Bon, c'était des grimpés chronométrés, donc ça se rapprochait du chrono. J'aimais ça, mais je faisais pas des bons temps vu que je venais de commencer, et surtout, je pense que j'étais pas meilleur grimpeur, quoi. Et après, c'est à partir du junior, autour du lac Léman junior, il y a eu un chrono de 12 bornes en inauguration, et c'était vélo de route, et on pouvait mettre des prolongateurs. Du coup, là, j'avais acheté des prolongateurs, et ouais, j'avais fait, je crois, le 19e temps, mais on était 150 ou 160, et je me rappelle, je crois que c'est Max Jarnet qui avait gagné. Donc il y avait quand même des costauds, et puis ces jours-là, je me suis dit, ça peut... Enfin, j'avais bien aimé, et puis je me suis dit, je peux faire quelque chose sur le chrono, quoi. Et c'est à partir de là que, à la fin d'année, j'ai fait le chrono des nations, et puis après, c'est parti, quoi. C'était parti. On avait parlé de tout ça, de matériel justement avec Miguel Heidemann qu'on avait reçu, double vice-champion d'Allemagne du contre-la-montre. Lui nous expliquait qu'il avait son propre vélo de chrono qu'il avait acheté avec ses propres moyens. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'en arrivant, en passant d'amateur à Philippe Wagner, est-ce que tu as déjà pu avoir des moyens supérieurs par rapport à ta dernière année à Dijon? En fait, j'avais pu négocier que j'allais garder mon vélo de chrono. Donc c'était quand même au niveau du vélo de chrono, je suis pas à plaindre. J'ai un vélo d'une très bonne marque. Et en fait, du coup, c'est grâce à mon résultat à Sharjah et à la Provence, du coup, l'équipe ils ont vu que je marchais bien, et en fait, j'avais entre guillemets une combinaison lambda entre guillemets d'un équipementier qu'on avait, mais elle était pas réfléchie spécialement pour le chrono, quoi. Et du coup, à partir de ça, on a pu j'ai contacté une marque spécialiste dans les combinaisons haut de gamme. Et je l'ai eu pour la Mirabelle, et malheureusement, je l'ai pas eu pour le Tour de Belgique parce que j'avais dû la renvoyer parce qu'ils n'avaient pas fait la poche. Mais je l'ai re-eu pour le Championnat de France, où là, ça a moins bien marché. Mais à partir de Tour de Provence, ils ont fait l'effort d'investir dans une combinaison spécialisée dans le chrono pour moi, quoi. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard dans le podcast, mais finalement, tu marches mieux sans la combinaison, presque. Ouais, c'est ce que je me suis dit au final, clairement quand j'ai réfléchi, je me dis purée, j'aurais bien aimé l'avoir quand même sur là. Mais ouais, c'est comme ça. Ouais, parce qu'on parlera de ton chrono du Tour de Belgique où là tu t'es retrouvé un petit peu plus tard dans la saison face à une concurrence monstrueuse et tu t'en es très très bien sorti. Est-ce que dans ton arsenal de coureurs de contre-la-montre, est-ce que tu étudies la météo, notamment sur un prologue ou sur un contre-la-montre inaugural où on peut clairement choisir sa position dans la start list? On a vu des mecs qui ont fait des carrières comme ça, hein. Jackie Durand par exemple, lui il a été chercher un maillot jaune sur le Tour de France de cette manière. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton arsenal? Oui, clairement, les 2 jours qui précèdent les prologues, parce que les chronos qui sont en cours de classement général, on peut pas choisir, parce qu'il y a le classement général qui fait office d'horaire de départ. Mais ouais, avant les prologues, j'ai réfléchi, la Provence, c'était vite vu parce que c'était grand soleil toute la journée, ça bougeait pas. Mais là, il y a Mirabel cette année, c'est un bon exemple parce que pendant 2 jours, il y avait des annonces d'orage et on savait pas s'il fallait partir. Ça changeait toutes les 2 heures, je regardais et ça changeait. Donc ça disait de partir plus tôt, soit plus tard. Et au final, j'avais fait le bon choix de partir plus tôt, mais bon, au final, l'orage est arrivé une fois que le dernier coureur était parti et s'était lancé, quoi.
Tu fais quoi? Tu consultes des applis un petit peu comme un petit peu comme tout à chacun, ou on sait que dans certaines équipes on cherche à aller trouver des météorologues, des mecs qui font de leur propre météo en local. On avait fait un épisode d'ailleurs consacré à la météo avec Morgan Nieto, un spécialiste météo, il y a une petite année. Où voilà, est-ce que tu penses que tu as encore des axes pour aller creuser un petit peu plus là-dedans? On sait que des fois ça peut vraiment se jouer à rien. Ah oui, non, là-dessus, non, je prends les météos, les applications que j'utilise régulièrement pour partir lors de mes sorties, par exemple. Quand le temps il est menaçant, mais ouais, là-dessus, c'est sûr que j'ai pas l'approche que peuvent avoir certaines équipes World Tour avec, je pense, des météorologues qui doivent être juste consultés pour ces courses-là, quoi. Donc voilà, peut-être aussi des choses que tu auras dans ta nouvelle structure, la Bingall Philippe Wagner. Du côté du Tour de la Provence, donc bon, il y avait d'énormes coureurs. Est-ce que quand tu t'es retrouvé dans le peloton, il y a des mecs que tu voyais, ou un mec que tu voyais à la télé, tu t'es dit waouh, le gars quand même, il envoie, il est impressionnant. Ouais, vraiment celui-là qui m'a, je pense tout le monde, hein, ces 4 jours de course, on a quasiment vu que lui. C'est quand même Mats Pedersen. Après, je l'ai vraiment vu que de loin, ce truc-là, parce que eux, ils sont placés en début de peloton à contrôler la course. Et puis nous, on fait la course derrière à essayer de se placer. C'est la galère avec les autres contis pour essayer de se trouver une place dans le peloton. Donc il y a cette forme de hiérarchie-là qui fait que je l'ai pas vu beaucoup, surtout que comme je suis tombé malade, comme une bonne majorité du peloton le jour où il a plu, j'ai pas fait la dernière étape où il y avait les bordures, quoi. Ouais, Pierre nous avait parlé de cette petite maladie qui avait un petit peu décimé l'équipe. Thibaut, plus cette étape des bordures. Ouais, franchement, en plus moi j'étais venu avec l'équipe, donc j'avais pas le choix d'être. Je suis resté avec l'équipe le dimanche, et du coup, j'étais vraiment en croix dans la voiture, et je voyais, j'avais radio course du coup, et j'entendais tout ce qui se passait. Et ouais, j'avais un peu les nerfs, on va dire. J'étais un peu dégoûté parce que j'aurais bien aimé. J'adorais ça en amateur. Après, je sais pas comment ça aurait été avec les pros là, mais j'aurais bien aimé y frotter, ouais. Alors après, donc on continue à remonter, Quentin, le fil de ta saison. On arrive du côté du Tour du Doubs. T'es parti en échappée. Alors vous étiez 2 Philippe Wagner à l'avant. Hein. Vous avez fait 110 bornes d'échappée avec Gwen Leclinch. On a vu aussi de mémoire un move d'Alexis Guérin assez loin de l'arrivée. On a senti que vous étiez pas forcément sorti uniquement pour l'échappée matinale et pour aller prendre les primes en cours de route, mais qu'il y avait aussi peut-être un coup tactique qui avait été réfléchi le matin dans le bus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la journée? Ah ouais, ça pour pas vous le cacher, ça s'est fait à la fin. Bon, déjà moi je devais rester dans le peloton en fait, mais les 2 autres collègues qui devaient prendre l'échappée, en fait il y a eu la course, elle a été coupée au bout de 30-40 bornes à cause d'une chute, et c'est parti super vite, et il y a des gens qui ont lâché assez rapidement, et du coup moi j'ai dit je me sens bien, j'ai dit à la radio, je me sens bien, s'il faut batailler pour prendre l'échappée, je peux la prendre. Et les autres, parce que les 2-3 collègues qui étaient en difficulté, et du coup Egoine il a insisté, et du coup mon directeur sportif il m'a donné cette liberté là, donc on est parti à 2 de l'équipe, et au final moi je me fais reprendre plus tôt que Gwen, mais je bascule la bosse longue, et au dernier moment où je sens que moi je donnais un dernier coup de collier pour aider Alexis, je le repasse avant un virage, avant l'avant-dernière bosse, et là je tire mon bout droit, et puis d'abord il y a Gwen qui tire son bout droit, et puis moi je tire mon bout droit, et puis là Alexis je pense il s'est dit allez, ils m'ont fait le train, et puis lui attaquant en nez, quoi, il a eu cette opportunité là, c'était un peu en fil on va dire, il s'est dit allez hop j'attaque, et puis ouais, non, ça s'est fait à la fin, c'était pas du tout réfléchi dans le but, mais le but c'était qu'il soit le mieux placé possible avant la dernière bosse, quoi. D'accord. Ah ouais, parce que vraiment, en regardant la course à la télé, on s'est dit voilà, il y a du tableau noir. Ils nous ont tenté un truc un petit peu à la Uno X pour déjouer le plan de base qui était prévu sur cette course. Mais d'accord, ok, belle capacité d'adaptation en tout cas. Thibaut, Enzo, vous aviez un... Non, mais du coup, ça souligne un peu le tempérament offensif de Quentin, mais on le reverra plus tard en déroulant le fil de la saison. Exactement, Thibaut. Alors, Quentin... Ouais, puis pour pas vous cacher, en fait, Alexis, il est à la veille autour du Jura, il joue avec les meilleurs, et je sais pas, il déraille, il y a un problème avec son dérailleur, et s'il faisait pas ça, il disait, le soir, il était vraiment énervé, il nous avait dit qu'il faisait au pire top 5. Donc je pense que le lendemain il avait les crocs, puis là il avait cette opportunité là, donc il s'est dit saute dessus, quoi.
Ouais, c'est vrai quoi. Lui, il n'hésite pas à tenter de décanter les courses d'assez loin. Alexis, qu'on avait reçu également dans le podcast il y a quelques mois. Alors Quentin, on en parlait il y a quelques minutes. Donc ensuite, on arrive sur une période où il y a eu 2 chronos quasiment à 2-3 semaines d'intervalle. Donc le chrono du Tour de Mirabel où t'étais très attendu, tu termines 9e et tu fais quasiment le même classement. Tu termines 11e sur le chrono du Tour du Belgique où là la concurrence était beaucoup plus forte, hein, de mémoire sur le Tour de Belgique, le chrono, pas de mémoire, mais on a Søren Warentschuld, voilà, je m'aide de Pro Cycling Stat, victoire de Søren Warentschuld, on a du Eduardo Affini qui finit 4e, Alex Segart qui finit 5e. T'as oublié Vacek, hein. Ouais, Vacek à la 2e place, évidemment. Fait un très beau chrono aussi sur la Vuelta, hein. Donc, non, il y a du beau monde. Ah oui. Ouais, concurrence, à Rambourou, on sait que c'est un super rouleur. Donc, Quentin, tu finis quasiment dans les mêmes secondes que ces gars-là sur un chrono qui faisait 12 bornes. Comment t'expliques que, finalement, t'as sorti une meilleure perf face à une concurrence beaucoup plus forte à quelques jours d'intervalle? En fait, la Mirabel, ça m'a beaucoup servi pour le Tour de Belgique parce qu'en fait, c'était un prologue et c'était 5 bornes, mais il y avait une bosse au milieu, puis après descente, et après, en fait, j'avais trop géré au prologue de la Mirabel. Et j'avais vu que, à la fin, entre guillemets, c'est bête à dire, mais j'ai fini, j'étais pas à fond, quoi. Parce qu'à la fin, c'était tellement tortueux que je pouvais pas appuyer comme je voulais. Et au final, j'avais trop géré le prologue et j'avais vu que je reprenais du temps à tout le monde sur la fin du prologue. Et j'avais tout perdu au début, forcément. Et du coup, au Tour de Belgique, je me suis dit, je pars à fond et puis je réfléchis pas parce que je regarde pas mes watts, je réfléchis pas, puis on verra à l'arrivée. Et au final, ça m'a souri parce que ça m'a servi d'expérience. Parce que je me suis dit là, je veux pas avoir de regrets et si ça pète. Et au final, j'ai quasiment pas craqué et puis ça a fait un gros truc à l'arrivée. Ouais, c'était vraiment chouette ce jour-là. C'est, je pense, ma meilleure performance de l'année, c'est clair. Premier coureur de Conti, hein, ouais, donc il y a quand même du beau. Hein. Ouais, surtout les premiers coureurs. Moi, j'étais ma fierté. Bon, il était pas dans une bonne journée, mais aussi premier coureur français. C'est vrai qu'il y avait tous les AG2R. On était dans le même hôtel qu'AG2R et c'est vrai que le soir, j'ai été félicité par certains gars de chez eux, donc c'était cool. Et puis battre. Moi, j'avais un peu des gros yeux pour Rémi Cavagna à l'époque, il y a 2-3 ans, et puis quand même le battre, même si c'était pas à 100%, c'est sûr que ça m'a fait quand même très plaisir, quoi. Alors c'est un sujet qui revient très souvent, Quentin, quand on discute avec les coureurs, quand on reçoit dans le podcast, on sait que les contre-la-montre aujourd'hui, le vélo de manière générale, c'est un peu la course à l'armement et les contre-la-montre encore plus la course à l'armement. Alors tu nous as dit que au niveau du matériel, par rapport à ce que tu as eu à disposition cette année, t'avais pas à te plaindre. Mais on sait aussi que face à toi, il y a des coureurs qui ont vraiment du top matériel de niveau mondial. T'estimes que sur un chrono comme ça qui faisait 12 bornes sur le Tour de Belgique, t'estimes que avec un matériel équivalent, tu peux aller gratter combien? Je crois que je suis à 7 secondes, je pense, comme ça, du top 5. Et je pense que c'est dur à dire, mais je pense que le top 5 en faisant les mêmes tests de soufflerie que la World Tour, être positionné, avoir le bon casque, puis même la préparation en amont qui est forcément plus optimale. Je pense le top 5 ce jour-là, il est atteignable parce que en plus j'avais pas vraiment l'équipe me donne pas d'objectif, donc je me suis transcendé aussi un peu tout seul. Et donc oui, je pense qu'avec tout ça, puis aussi tout ça, ce jour-là, je pense que je peux être top 5, quoi. Du coup, ça veut dire titiller Segert et Asgreen. Donc je pense qu'il y a même pas besoin de parler quand tu dis ces noms-là et tu vois que c'est vraiment des spécialistes de l'effort individuel. Parce que ce jour-là, en fait, j'avais la combi du coup classique comme j'avais à la Provence et on sait maintenant avec les études on sait avec les études qui sont sorties que le plus important limite c'est le coureur et après c'est ce qu'il porte. Donc quand j'ai vu, moi j'étais sur le hot site et quand j'ai vu, c'est tout bête mais quand j'ai vu, je crois que c'est Dan Moulet qui me déloge, il est arrivé avec sa combinaison, il n'y avait pas un pluie qui dépassait et tout. Ouais, je me dis que là-dessus il y a 2-3 secondes, je pense au chrono, quoi. Ouais, et en termes de chrono, toi, sur le type de parcours, qu'est-ce que tu préfères, les bons bouts droits,
les trucs techniques avec des relances, quel type de distance aussi. En fait, si tu devais dessiner un chrono parfait pour toi, ce serait quoi? Je pense qu'au Belgique, on en est pas loin, et Provence aussi, donc je pense un mix des deux, peut-être 8 bornes, et avec, on va dire, allez, 6-7 virages et des petites pauses de 200-300 mètres. Et je pense qu'après, avec des bouts droits au milieu, et je pense que là, ce serait le chrono parfait pour moi, on va dire. Niveau météo, tu te sens mieux profilé vent de face ou Normalement, moi, on le dit, tout le monde dit que je suis bien posé, donc normalement, quand on est bien posé, l'avantage, c'est le vent de face, parce que plus on est bien posé, plus on fait la différence par rapport aux mecs mieux posés. Mais le problème, c'est que là, face aux Armada World Tour, les mecs, ils sont justement mieux posés que moi, donc peut-être mieux vent de dos, et que ça déroule la vitesse, quoi, avec la sensation de vitesse, quoi. Et au niveau chrono sec ou chrono humide? Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, je sais pas. Chrono sec pour moi et chrono mouillé pour les autres. Ça c'est pas mal. Voilà. Un homme malin, on a affaire à un homme malin. Parfait, quoi. D'où l'optimisation de la météo. Juste après, donc ce tour de Mirabel et tour de Belgique, là t'arrives à domicile, hein, le tour d'Alsace, donc plein mois de juillet, super ambiance. Et alors là, tu vas nous chercher un maillot distinctif. Complètement atypique, ce maillot. Alors est-ce que c'était le plan de base d'aller chercher ce maillot que j'ai jamais vu, d'ailleurs j'ai jamais vu un maillot comme ça dans le cyclisme? Faut pas vous l'avouer, faut pas vous le cacher. Avant la course, notre DS nous a dit que si on gagnait ce maillot, Philippe, Monsieur Wagner, il serait plus content que si on gagnait le classement général. Parce que en fait c'est le maillot du kilomètre 70, du coup c'est assez bizarre parce que c'est en Alsace, et normalement avant c'était le maillot 68, donc département du Haut-Rhin. Là c'était 70, département du Haut-Saône, et du coup c'est là où il y a le siège de l'équipe. Et du coup c'était un fil rouge, c'était notre fil rouge. Il y avait 2-3 mecs sur les 6 qui étaient conviés dans l'équipe juste pour gagner ce maillot là, dont moi. Et moi, en tant qu'Alsacien, ça fait des années que je veux faire le Tour Alsace, mais à chaque fois, notre équipe n'est pas sélectionnée. Comme c'est le Graal des classes 2 avec le Tour de Bretagne. Donc en N1, il y en a que 4 qui sont invités, c'est toujours les mêmes. Donc cette année, et puis la première étape où je prends le maillot, c'est sur mes terres, entre guillemets, de mes routes d'entraînement d'enfance, de chez moi en Alsace. Donc je les connaissais par cœur, et après je le perds et je le récupère le dernier jour, pareil en Alsace, où j'avais gagné une course en amateur d'ailleurs là-bas. Donc c'est assez chouette, et puis avec le public, c'était vraiment top, quoi. C'est un des meilleurs souvenirs. Ouais. T'es déjà entraîné, si un jour tu fais le Giro pour aller chercher les inter-Giro, c'est un petit peu le même principe sur. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Alors derrière, on va attaquer Quentin le gros morceau, on va dire le main event de ton année 2024. Tu enchaînes quelques jours après avec le Tour de Guadeloupe où tu vas remporter 2 étapes. Déjà, est-ce que ce Tour de Guadeloupe, alors on avait posé la question quand on avait reçu Alexis Guérin dans le podcast, il nous avait dit qu'il aurait bien aimé le faire. Bon, il était pas dans l'équipe sur cette course-là. Toi, est-ce que c'est une course que t'avais coché dès le début de la saison quand t'avais regardé le calendrier? En fait, pour pas vous le cacher, j'aurais bien aimé au début d'année, mais en fait après, comme l'a évoqué Pierre dans votre podcast, il y a eu des difficultés suite à un sponsor qui n'a pas donné finalement l'argent qu'il devait donner. Et du coup, Geoffrey Coupé, il s'est quand même débrouillé pour qu'on puisse aller là-bas, mais il a envoyé un mail assez tôt pour présenter aux coureurs que les coureurs qui voulaient aller là-bas, il fallait qu'on paye notre billet d'avion. Donc c'était quand même assez cher. Donc tout le monde n'a pas voulu y aller. Après, c'était entre 600 et 700 euros. Mais du coup, moi au début, je voulais pas y aller. Et Geoffrey, il m'a appelé un soir et puis il me dit oui, mais là-bas, la gagne, c'est 1200 euros l'étape, quoi. Et justement, il m'a dit tu peux en gagner 2 ou 3. Du coup, et puis après, il m'a dit tu verras l'ambiance et la folie. Enfin bref, il m'a vendu le truc. Et puis moi, forcément, en 5 minutes, j'étais convaincu. Et puis c'était parti. Donc oui, ça s'est fait comme ça, ouais. Donc c'est un peu grâce à toi que l'équipe a eu ses billets d'avion remboursés, en fait. On attend les primes là. Mais là, pour pas vous le cacher, les primes, les primes, elles vont quintupler le billet d'avion, donc ça va, on s'en sort bien. Ah ouais, d'accord. T'as pris des petits conseils du Donen, vu qu'il l'avait fait en 2022 et que c'était un peu l'adversaire principal de Stéphane Bennett, ou pas du tout?
Ben non, parce que bon, moi je savais pas si j'y allais pour le général, parce que je savais que le niveau il serait pas autant qu'en Europe, mais je savais quand même qu'il y avait des étapes dures, et moi je venais vraiment pour gagner les étapes, et je savais que le général il serait vraiment trop compliqué pour moi, et au final ben ça n'a pas menti. Mais puis ouais, le Donen, ouais, je l'ai un peu vengé parce que lui il a pas réussi à gagner d'étapes, je crois. Oui, exact. Donc on arrive, donc Quentin, sur ce Tour de Guadeloupe. Alors moi déjà je le conseille, hein, vous tous qui écoutez le coup tordu, si vous ne suivez pas le Tour de Guadeloupe, faites-le. C'est diffusé, il y a Guadeloupe Première, la chaîne de télé qui diffuse les étapes en intégralité totale sur YouTube. Donc c'est une ambiance, c'est une dinguerie, c'est complètement atypique et vraiment. Mais les commentaires c'est royal. Je pense que c'est les meilleurs commentaires de l'année. Faut pas se le cacher. Ouais, avec le chauvinisme local, c'est. Oui. T'as revu les images ou pas, Quentin? Ouais, franchement, surtout avec la galère qui m'est arrivée, je sais pas, on va en parler plus tard, je pense, franchement, les commentaires, c'est un régal, et puis même l'ambiance et l'atmosphère là-bas, franchement, je regrette pas du tout d'y être allé, hein. Ouais, parce que ouais, quand tu gagnes la première étape, ils sont, ouais, on les sent un peu, bon voilà, le chauvinisme local, on les sent un peu dégoûtés. Donc, alors moi je mets le prologue, voilà, prologue où t'étais annoncé parmi les favoris, tu termines 13e, et alors là, je vois un bordel, mais un bordel. Je pense que je me branche vers la fin du prologue. Je vois la course arrêtée, je vois des gens sur la route, je vois aucun coureur qui court, et j'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ben en fait, déjà le prologue, oui, j'étais à des favoris, mais en fait, ce que personne sait, c'est que le prologue il montait. Il y avait 2 bornes à 9% en fait. Du coup, ça me convenait pas du tout. Du coup, j'ai quand même fait à fond, hein, et oui, je pense que ça m'a surtout bien débloqué pour le lendemain. Mais c'était incroyable parce que du coup, l'équipe à Boris Karen, devait pas prendre le départ, et je crois ils ont fait grève, et ils ont fait une sorte de grève, ils se sont mis devant les 5 derniers. Donc Benjamin Luni, le vainqueur sortant, il a pas pu s'élancer au moment où il devait s'élancer. Ils ont bloqué la course, puis ouais, ça a duré, je pense, une demi-heure, 1 heure. Et au final, ils ont obtenu gain de cause parce que le matin même, ils sortaient du tribunal, je crois, et le TAF, je sais pas comment ça s'est passé, ils leur ont obtenu le droit de courir la course, alors que l'organisation ne voulait pas qu'ils prennent le départ parce qu'ils avaient des Colombiens, c'était un bordel. Et au moment où ils ont accepté le départ de l'équipe à Boris Karen, il y avait tous les supporters au bord de la route qui criaient de joie, ils disaient « Boris, il va pouvoir prendre le départ », et franchement, c'était, là, on s'est dit « Ouais, ça va être quelque chose pendant 10 jours, quoi ». Est-ce que, quand tu arrives là-bas, tactiquement, tu cherches à prendre un petit peu la tendance locale et à chercher à savoir un petit peu quelles sont les rivalités locales entre les équipes pour éventuellement jouer dessus, le cas échéant, dans une échappée? Je vous avoue que j'avais pas trop regardé. Je connaissais les Boris Karen, et puis surtout les coureurs de Conti, des Coflo. Et j'avais un peu regardé les Colombiens, mais je vous avoue que les coureurs locaux, je connaissais pas du tout. On les voit sur Direct Vélo, mais on savait qu'il y avait Damien Hurcel. Mais non, on connaissait pas les équipes. Quand on court pas là-bas, après, au bout de 10 jours, je les connaissais, mais c'est dur de connaître en amont comment c'est, quoi. Alors, ensuite, on bascule après le prologue, on bascule sur cette première étape. Donc là, tu pars dans l'échappée matinale, et puis tu la mets au fond. Vous êtes à 4 dans l'échappée. Je crois que ça met un petit peu de temps à se décanter. Raconte-nous, voilà, la journée. À quel moment tu t'es dit ça peut le faire? En fait, je fais une dédicace à Geoffrey Coupé parce que moi, je voulais un peu. Tout le monde disait que c'était étape de sprint. Il y avait sur la journée, je pense, il y avait 500 mètres de dénivelé en 130 bornes. Et tout le monde s'est dit sprint. Et Geoffrey, il me dit ouais, tente quand même dans l'échappée, tu fais un numéro. Il y a des gens qui vont regarder, fais un numéro, et puis essaye, tu fais un barreau d'honneur, et puis tu te fais remarquer, quoi. Et du coup, au bout de 40 bornes, ouais, c'est assez décousu. Et puis là, je sens que j'ai les gènes du monde amateur qui ressortent. Et je sens que là, c'est le moment. En fait, il y a les Colombiens pendant 40 bornes, ils ont voulu tout contrôler, on ne sait pas pourquoi. Puis là, on se sentait qu'ils commençaient à prendre l'eau parce que ça faisait que de dégoupiller. Et du coup, là, c'est sorti. Et puis, ouais, on a pris assez rapidement de l'avance. Et je me dis, à 2,30 sur des grandes routes, ça peut quand même le faire parce qu'on roule vite. Et derrière, ils vont plier le moulin à un moment donné. Et au final, il y en a un qui pète assez rapidement. Et après, l'autre, il voulait plus trop collaborer. Donc, on sort à 2 avec le mec de Charlieu parce que moi, je le connaissais du milieu amateur. Donc, on est sorti à 2. Puis après, je sentais qu'il y avait encore les mots de Geoffrey Coupé en tête. Il me disait, fais un numéro. Il y a 40 bornes de l'arrivée. Sur une ligne droite, on se retourne et je crois qu'ils sont à 25 secondes. Et je me dis, là, je flingue juste le gars de Charlieu pour faire un barreau d'honneur et voir jusqu'où ça tient. Mais j'y croyais pas du tout parce que j'avais 25 secondes d'avance à 40 bornes de l'arrivée.
Et puis là, je pars, et puis je pense dans le peloton, c'est là où j'ai vu dans le rediff qu'ils commençaient à se mettre des pralines, t'as désorganisé un peu le peloton. Et puis au fur et à mesure, ils commençaient à me donner des écarts 1 minute, 1 minute 20. Et puis au bout d'un moment, ils ne donnent plus les écarts, la voiture. Parce qu'on va dire, comme vous avez dit, ils sont assez chauvins. Puis au bout d'un moment, sur une ligne droite, ils me disent 10 secondes. Et je me retourne et je vois rien à 200 mètres. Donc je me dis là, 10 secondes, il n'y a pas 10 secondes. Arrête-toi, ça va pas le coup. Ouais, c'est clair. Et puis, c'était que des bouts droits ce jour-là. Et c'est à vraiment 1 km de l'arrivée où c'était près du... En plus, j'avais repéré parce qu'il fallait prendre un rond-point du beau côté. C'était à côté de notre hôtel. Et du coup, c'est que un banc de l'arrivée où je me suis retourné et j'ai vu qu'il n'y avait rien 30 secondes. Et je me suis dit, ça va le faire. Et puis après, il fallait que j'arrive avec 10 secondes d'avance pour le maillot jaune parce qu'il y avait des bonus. Puis oui, j'ai fait un peu savourer avec le public parce que je me suis dit, bon, allez, faut faire un peu le show, entre guillemets. Et puis ils aiment ça là-bas. Et puis ouais, c'était trop cool l'ambiance, quoi. Le commentateur d'ailleurs qui avait remarqué, là je vois exactement le fameux virage dont tu parlais, le commentateur de la course avait remarqué que tu avais repéré la course. Il dit lui ça doit être un malin. Thibaut, t'allais dire un truc? Non, c'était ce que je disais tout à l'heure quand on allait parler du tempérament un peu offensif de Quentin, et puis surtout en fait c'est là où il sublime un peu ses qualités dans l'effort individuel. Petite question pour toi, Quentin. Quand tu as repéré une étape ou une course dont tu imagines qu'elle va plutôt bien te convenir, est-ce que tu mets peut-être un petit peu plus de temps dans l'analyse, notamment du final, via le roadbook, mais aussi peut-être sur d'autres outils comme VeloViewer, par exemple? Ben ouais, là c'était un peu un hasard. En fait, j'avais vu que justement, l'arrivée, ça prenait notre ligne droite qui menait à l'hôtel. Et du coup, la veille quand on rentre du prologue, j'avais dit à notre directeur sportif de prendre la voiture. Puis ouais, j'avais VeloViewer, donc j'ai regardé les 6 derniers bornes. Après, les 4 du 6 à 2, c'était tout plat, ça, c'était en ligne droite. Et après, oui, il y avait des virages droits. Et après, le rond-point du bon côté, c'est quand même 10-15 secondes de gagner. Donc là, et puis après, le jour même, on était parti de l'hôtel, donc on a repéré l'arrivée parce qu'on l'avait pas repéré. On avait repéré les 500 derniers mètres, donc ça s'est fait comme ça, un peu au hasard. Mais sinon, ouais, je regarde surtout là-bas, comme on connaissait pas les parcours et tout. Puis on n'avait pas notre directeur sportif habituel. Je regardais quand même tous les jours sur VeloViewer et c'est limite moi qui faisais moi, j'adore ça, du coup, du niveau amateur, j'adore. Et c'est limite moi qui faisais le briefing, quoi. Donc ça, j'aime bien analyser, décortiquer le parcours, tout ça, ouais. Donc, en gros, sur cette première étape qui s'arrêtait au Gosier, t'as fait quoi? En solitaire, t'as fait 40 bornes à peu près, c'est ça? Je crois, ouais, j'ai fait 38 ou 39 bornes tout seul, ouais. Ça a duré 50-55 minutes, ouais. Ouais, donc c'est un très très gros effort. Est-ce que le lendemain, ça pesait vraiment dans les cannes? Au réveil, tu te sentais comment? C'était long, mais en fait, ce que je disais après l'interview, c'est que ce jour-là, du coup, quand on est tout seul devant, en fait, les gens ils savent pas forcément en Europe, mais tout le monde qui est au bord de la route, c'est incroyable, et ils tentent des bouteilles d'eau. Et du coup, tous les 2 kilomètres, je m'aspergeais d'eau, et je pense que ce que j'ai dit aussi, c'est que ce jour-là, il faisait vraiment chaud. J'ai gagné par rapport au peloton, quoi. Je pouvais m'asperger parce que du coup, Sam Maisonneuve, il me disait, lui, il a roulé à fond dans le peloton, mais il a fait 2 efforts, et après, il s'est écarté, quoi, parce que il y avait la pompe qui montait à 200, et puis eux, dans le peloton, quand ils sont 100 à vouloir avoir une bouteille d'eau, ils n'ont pas le privilège que moi j'avais devant. Et après, oui, avec l'euphorie, j'ai quand même un peu dormi, et le lendemain, non, j'avais pas trop mal aux jambes, parce qu'avec l'euphorie, pas trop mal aux jambes. Avec l'euphorie, j'étais en bonne condition, mais mon problème est assez vite arrivé, quoi. Tu vas remporter une 2e étape sur ce Tour de Guadeloupe, la 5e étape. Donc là, on est dans un contexte complètement différent. Déjà, il pleut, ce qui est un peu, ce qui est un petit peu atypique sur le Tour de Guadeloupe. Le parcours, il y a combien de dénivelé sur celui-ci, hein? C'est beaucoup plus montagneux que sur ta victoire sur l'étape 1, il me semble. Et raconte-nous un petit peu la journée, la prise de l'échappée. Et puis je crois que ça a été aussi un petit peu tendu à un moment donné avec les coureurs locaux, avec les membres de l'échappée, je crois. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le 2e jour, j'ai mon maillot jaune, donc je le perds. Avec mon problème, en fait, j'avais la tête qui était descendue et on n'a jamais pu la remettre ce jour-là. Et après, du coup, j'étais vraiment marqué. Donc les 3 autres jours d'après, jusqu'à l'étape 5, j'ai jamais réussi à prendre l'échappée parce qu'on faisait j'étais vraiment marqué. Et du coup, l'étape 5, je me suis dit, du coup, c'est parti en montée, ouais, comme vous avez dit, c'est monté 2 bornes à 10. Mais après, il y avait une grande descente qui s'est regroupée, mais ça faisait que bim bam boum. Et là, il s'est mis à pleuvoir et limite au borduré. Donc j'ai senti que là, c'est pareil. Je suis parti avec un coureur de Charlieu, Thomas Lucie, que je connaissais bien.
Et après, l'échappée s'est faite là, on était 7-8. Et puis après, on a arrêté le circuit final, il a plu quasiment tout le long. Et puis, du coup, là, c'est pareil, ça fait crème. Et après, du coup, il y avait un coureur d'Ecoflo avec qui je m'entendais bien, qui lui roulait, et il y avait un autre coureur local, justement, de là-bas, qui, son DS lui a dit, il faut plus qu'il roule. Et le coureur Charlie aussi ne roulait plus, parce qu'en fait, il y avait, moi je savais pas, mais en fait, il y avait un compte qui s'était créé avec les leaders et tout. Et du coup, ouais, là, à un moment, il faisait que de me suivre, donc, à un moment donné, j'ai donné un coup de frein. Bon, ça se fait pas, mais à un moment donné, j'ai donné un coup de frein, et il est presque rentré dans mon derrière, donc, ouais, il a commencé, il m'a tapé, donc ça s'est vu à la caméra, donc j'ai dit au commissaire, ouais, il a pas le droit de me taper, quoi. Mais oui, après, on a réglé ça 10 bornes après, quand le groupe de costaud est rentré, on s'est serré la main, puis ça s'est réglé, ouais. Ça s'est réglé, à l'amiable. Et donc, ouais, à l'amiable. Bon, et donc, t'arrives, c'est quoi? C'est un petit groupe de 8 dans le final pour se jouer la gagne, c'est ça? Bah, du coup, en fait, moi, du coup, on se fait reprendre à l'amorce du dernier tour, et le dernier tour, il est quand même long, 25 bornes. Et il y avait du coup, il y avait le leader qui voulait prendre le maillot jaune, il y avait 3 coureurs de Charlie. Donc moi, comme ça faisait 20 bornes ou 30 bornes qui ne prenaient plus un relais avec des coureurs qui étaient devant, j'ai dit, là, je vais faire pareil avec eux. Moi, je vais me mettre derrière, et puis je leur dis, moi, j'ai déjà gagné une étape, faites votre étape, et puis voilà, quoi. Et du coup, je me suis mis en dernier de peloton, et quasiment en dernier de paquet. On arrive quand même à 10, je crois, du coup, parce que du coup, ça a pété dans la dernière bosse, mais on était 15, je pense, avant le dernier tour. Et du coup, ouais, j'ai fait dernier du groupe pendant toute la course, et après, une fois que ça s'est décanté dans le final, je suis un peu plus sorti, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu places ton attaque dans le dernier kilomètre, au moment où tu décolles, on a l'impression que tu sais que t'as gagné, quoi. Ouais, justement, et en fait, en amateur, je m'étais tellement fait avoir ce genre de situation-là, parce qu'au début, j'étais pas très tactique, et au final, j'ai compris, et là, j'ai vu que, moi, j'avais marqué Laurie Scott, qui était, je pense, le plus rapide du groupe, et j'ai vu qu'il était devant. Et moi, je revenais de l'arrière, c'était dans une cuvette, on entamait la bosse, et je me suis dit, là, si je lance là, il y avait personne dans la roue. En plus, moi, je sprint, je suis pas un gros sprinter, mais sur 30 secondes, on va dire, je suis quand même pas mauvais. Et je sais que si tu lances, et je pense à 500 mètres, personne s'attendait que quelqu'un lance à 500 mètres. J'ai direct, fait le trou, et puis, ça s'est regardé derrière, je pense. Et puis oui, j'ai assez rapidement vu, j'ai pu profiter, je pense, des 250 derniers mètres, et puis j'ai fait à tout le monde, je crois. Ouais, là, t'as eu le temps de, t'as eu le temps de faire une belle célébration, avant la ligne. Thibaut Enzo? À titre de comparaison, en fait, on verra si t'approuves la comparaison, mais tu serais presque un Campenarts, en fait, un mec qui roule vite et qui aime les sprints assez longs. Ouais, c'est ça, un peu ça, hein. Clairement, c'est lui, il est sur les détails du chrono aussi, donc ouais, j'aimerais bien avoir son palmarès un jour, ouais. Une petite victoire sur le Tour de France, quoi. Pardon? Une petite victoire sur le Tour de France, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ah ouais, c'est une des deux, Alors, donc, bon, Tour de Guadeloupe, une grosse réussite, 2 victoires d'étape, tu fais 11 au classement général, 4e au classement du maillot par points. Est-ce qu'à ce moment-là de la saison, tu te dis que intérieurement ou inconsciemment, tu te dis que c'est bon, tu vas avoir un contrat pour 2025, en tout cas que quoi qu'il arrive, ta saison est réussie? Ouais, je me suis dit que ma saison était réussie parce que on y approchait, on était plus très loin, il y a 3-4 courses. Mais je savais que les Tours de Guadeloupe, ça a toujours une grande renommée auprès du grand public, mais les connaisseurs, ils savent aussi que le niveau, entre guillemets, il est un peu plus faible là-bas, quoi. Il vaut pas une classe 2 type Tour de Bretagne en France, quoi. Donc ça, je savais. Mais je finis au niveau du contrat, j'étais pas rassuré, mais après, j'avais quand même de bons échos de l'équipe qui me disaient que l'équipe Bingo me voulait bien, quoi. Et surtout, j'étais dans les derniers nommés de l'équipe pour continuer, quoi. Mais j'étais jamais rassuré à 100%, donc justement, une inquiétude montait. Tu t'avais expliqué aussi à une arrivée, justement, quand tu remportes ta 2e victoire sur la 5e étape, en interview, tu dis que ton expérience amateur t'avait énormément servi sur cette étape-là. La semaine dernière, Pierre Barbier nous expliquait que pour lui, le cyclisme amateur et le cyclisme professionnel, c'était presque 2 sports différents, et qu'un bon professionnel ferait pas forcément un bon amateur, et bien évidemment inversement. Est-ce que t'es d'accord avec cette analyse, et pour toi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans cette année professionnelle? Oui, clairement, hein, Pierre, il l'a dit, un pur sprinter, je pense, chez les amateurs,
c'est compliqué, quoi, parce que après maintenant ça se professionnalise aussi de plus en plus. Donc c'est de plus en plus stéréotypé aussi, mais il y a quand même beaucoup de courses où c'est encore bim bam boum comme le Tour de Guadeloupe. Et il faut faire pas mal de... il faut s'adapter, quoi, par rapport au niveau amateur, au monde pro. Après, on a l'avantage d'avoir fait des classes 2, mais sur les classes 1 et les points pro, on le voit, c'est rouleau compresseur pendant 3 heures, 4 heures, et puis c'est vraiment la dernière heure où ça met les chevaux, et c'est là qu'il faut être fort, quoi. Et puis c'est ça qu'il faut vraiment travailler pour s'adapter au monde pro, quoi. Tactiquement, il y a une adaptation aussi. Tactiquement, on va dire que c'est plus limpide. Il y a certains mouvements, des fois on a du mal à comprendre, ça frotte pour rien, mais bon, ça le fait aussi un amateur, parce qu'il y a des points clés où ça peut bordurer, par exemple, ou avant une bosse. Mais tactiquement, on va dire, après moi j'ai pas encore joué la gagne ou quoi sur des courses, mais sur les sprints, par exemple, où on avait une pierre, on sait que c'est plus limpide quand on sait que à partir de 20 bandes d'arrivée, ça va commencer à frotter de partout et ça va rouler de plus en plus vite jusqu'à l'arrivée. Donc, non, c'est plus limpide, chez les pros, entre guillemets, avant le départ de la course, sauf s'il n'y a pas une météo vraiment, on peut presque savoir le scénario de la course, quoi. Par exemple, dans la position des trains, tu as pu être utilisé en P2 ou en P3 avant que Rudy Barbier soit utilisé comme poisson pilote. Est-ce que en amateur, les rôles peuvent être définis de cette manière, ou on va dire c'est un petit peu plus bordélique? Ouais, non, en amateur c'est un peu plus bordélique. Disons par exemple que là, moi je jouais mon bateau pas que ça arrive au sprint, et puis si ça arrive au sprint, on avait notre Justin Ducret on savait qu'il arrivait au massif et qu'on le déposait aux 200 mètres, il y avait 95% de chance qu'il gagnait, donc là je me sacrifiais pour lui. Mais non, là chez les pros, c'est plus limpide. On sait que par exemple, moi je serai devant Rudy forcément, mais Rudy sera vraiment juste devant Pierre. Donc ça c'est défini. Alors qu'en amateur, c'est pas vraiment dessin. Maintenant, je sais qu'à Dijon, ils sont spécialistes des trains, donc c'est défini. Mais dans les autres équipes, je pense que c'est pas défini. Donc il y a des sprinters qui sprintent tout seuls. Il y en a beaucoup qui, entre guillemets, se démerdent tout seuls. En amateur, il n'y a pas vraiment de vrai train. Juste avant de passer sur la fin de saison, Quentin, et donc de parler de ce fameux transfert à la Bingo, Thibaut Enzo. Moi, je vais avoir une question mais ça peut venir après, justement, par rapport à son année 2025 et le fait de passer d'une équipe continentale à une équipe de deuxième division, donc en pro team. Qu'est-ce que ça implique d'une sur sa préparation hivernale par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a des gros changements? Parce que les courses auxquelles vous allez participer, une bonne partie seront bien plus relevées cette année. Et et deuxième question, est-ce que tu sais déjà quel sera ton rôle? Est-ce que tu auras un rôle peut-être un peu plus prédéfini en 2025 que ça ne l'était en 2024? Ouais, en ce qui concerne la prépa, comme tu l'as dit, il faudra encore faire plus de foncier. Puis maintenant, j'ai l'expérience de savoir ce qui a pêché ou pas pour moi chez les pros, et je sais ce que j'ai à perfectionner pour tenir encore plus et être plus efficient. Et mon rôle, non, je le connais pas, mais bon, comme Pierre, il a beaucoup contribué à ma venue, je sais déjà que je serai beaucoup avec lui, donc dans son train. Donc souvent, cette année, moi je suis pas son poisson pilote, mais souvent je peux le déposer, entre guillemets, aux deux bornes, voire à la flamme, si vraiment ça se passe bien. Et puis sinon, je sais déjà que Christophe Duthiou, le DS, un des DS de là-bas, il m'a dit je serai la carte maîtresse pour les chronos. Donc ça, c'est aussi l'avantage d'une pro team, c'est que nous en country, là, il y a eu 4 ou 5 chronos dans l'année. En pro team, il y en aura normalement quand même beaucoup plus. Et là, par exemple, je vais déjà récupérer mon vélo de chrono semaine prochaine. Donc ça, c'est top. Et puis il m'a dit que je pourrais rouler déjà avec en stage en décembre. Donc ça, c'est des points. J'aurai ma carte à jouer sur les chronos. Et par exemple, je sais que les courses, on n'a pas pu la faire cette année, mais le Tour du Poitou-Charentes, ça peut être une course que je peux viser pour jouer le général, quoi. Ok, donc si on retient bien, l'année prochaine, tu auras cette position d'ouvreur qu'avait un peu dans les sprints de la Soudal Quick Step, Casper Asgreen, en gros. Ah ouais, je sais pas, mais oui, un peu comme ça, quoi. Mais moi, oui, j'adore. En fait, moi, je veux vraiment me spécialiser chez les pros des chronos. Je sais que j'en gagnerai jamais, je pense, en point pro ou en classe 1, peut-être en classe 1, mais moi, j'aimerais vraiment spécialiser dans le développement d'être équipier et d'un équipier reconnu en World Tour, quoi, un peu. Julien Bernard, c'est plus en type montagne, mais voilà, tout Team de Clerc, quoi, un coureur comme ça qui prend le vent pour son équipier toute la journée, quoi. Moi, j'aimerais vraiment faire ça et là, du coup, il y a des pierres au max, et quand j'ai des opportunités ou prendre des échappées qui peuvent potentiellement aller au bout, jouer ma carte, quoi.
en étudiant bien la météo, Quentin, tu dis que tu n'en gagneras jamais un, mais bon, voilà. Ah oui, on fait Puis, avec ton équipe, avec ton tempérament, ça colle bien à certaines Flandriennes, normalement, qui devraient être à votre calendrier, donc pourquoi pas. Ah oui, j'avais beaucoup adoré par exemple le Samin. Samin, en fait, j'aurais été sûrement dans le dernier tour. Je suis encore là, mais c'est ma fourche qui casse sur un secteur pavé, donc j'ai pas pu être à l'arrivée. Mais ouais, c'est une course que j'avais beaucoup aimé. Et il y a d'autres courses comme Isberg, par exemple, où je t'ai échappé. Et à la fin, je me dis, si l'échappée était allé au bout, j'ai quand même une bonne pointe de vitesse. Si tout se goupille bien un jour, que l'échappée va au bout et que ça arrive, c'est sûr, je peux en gagner une. Si un jour tout se goupille bien, je peux en gagner une en classe 1, mais il faut que toutes les planètes soient alignées, quoi. Bon, Quentin. Donc, on va revenir sur ce fameux transfert à la Bingoal, parce que t'es le dernier, avant-dernier coureur. Il y a Axel Van Petegem qui a été le fils de Peter qui a été annoncé après toi. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça a mis autant de temps à se débloquer? Dans un premier temps, on rappelle pour tout le monde, fusion entre la team Philippe Wagner et la team Big Goal. Donc l'équipe qui passe en pro team, Philippe Wagner se retrouve en pro team, donc deuxième échelon mondial. Donc là, tu vas nous en parler un petit peu, mais évidemment la structure n'a rien à voir. On se retrouve avec une grosse structure de niveau mondial qui, Pierre nous l'a dit la semaine dernière, vise le top 5, top 4, top 5 au classement des pro teams. Le classement UCI top 30 n'est pas un sujet tabou, c'est même un objectif du côté de la Bingoal. Moi, ce qui m'a aussi pas surpris, mais dès le mois de novembre, Pierre nous a dit qu'il avait déjà son calendrier pour 2025, alors que par exemple en lisant le livre d'Arnaud Desmar, d'ailleurs je le conseille à tout le monde, il est complètement dingue. Arnaud Desmar, dans son livre, on se rend compte en le lisant que l'année dernière, à la mi-décembre, il avait pas encore son calendrier du côté de chez Arkea. Donc on voit que tu arrives dans une structure qui est véritablement ultra professionnelle. Donc les coulisses de ce transfert, est-ce qu'il y avait d'autres touches éventuellement à droite à gauche, et est-ce qu'à un moment donné t'as douté, parce que les semaines ont paru longues un petit peu? En fait, pas vous le cacher, mi-septembre, je sais plus, après en rentrant de Guadeloupe, il se passe une semaine, puis après on a Isberg et Grand Prix de Wallonie, et entre les deux, du coup je passe des tests physiques pour l'équipe. Et du coup, ils sont vraiment contents de mes tests, et ils disent, le gars de la performance, il dit c'est des super tests, ce sera bien. Et puis le lendemain, j'ai vu Monsieur Brandt en entretien. Et du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, fin septembre arrive et il me donne la réponse. Il me dit oui, c'est bon, on va te faire signer le contrat. Et après, du coup, la fin de saison, elle s'est passée assez rapidement. J'ai fini fin septembre et je suis parti en vacances. Et au moment où je rentre de vacances, je crois que c'est aux alentours du 15 octobre. Je rentre et puis là j'ai un coup de téléphone disant que malheureusement ils n'allaient pas pouvoir prendre autant de coureurs qu'ils voulaient, et que du coup c'était un peu moi qui sautais, quoi. Du coup malheureusement oui, on ferait un peu l'expérience pour les années futures, mais du coup moi à partir du moment où on avait dit que c'était bon, j'étais encore en contact avec quelques équipes, rien n'était fait, mais du coup j'ai arrêté de discuter avec eux. Et le 15 octobre, vous étiez bien un coureur comme moi qui en a plusieurs, on va dire, sur le marché. Les équipes sont complètes, quoi. Et du coup, j'étais presque reparti. J'aurais pas arrêté là-dessus. J'aurais refait une année à Dijon. Mais c'était une grande période de doute, ouais. Tu travailles avec un agent? Oui, depuis ce moment-là, je travaille avec un agent. Mais à partir de cette période, c'est en octobre, le 15 octobre, comme il m'a dit, c'était compliqué de trouver quelque chose. Et puis, du coup, il y a un peu le fait que, je sais pas si vous l'avez vu, je pense que Gwen Leclerc, il avait proposition de contrat et du coup il a refusé, donc c'est un peu après il y en a eu un 22e, du coup ils ont trouvé au final les finances. Et moi je sais que Philippe il me voulait beaucoup, mais il y a aussi beaucoup Pierre qui a beaucoup vraiment insisté lors justement de leur week-end de rassemblement. Pierre il a vraiment beaucoup réinsisté pour me prendre, donc je pense que ça a beaucoup joué dans la balance. Et puis du coup Pierre, Monsieur Wagner, il a aussi une rallonge pour me prendre, et du coup ça au final j'ai eu coup de fil heureux, inespéré. Je sais même pas que ça s'est fait vraiment dans les derniers jours, il y a 10 jours, quoi. Donc vraiment content, quoi. Tu nous as parlé tout à l'heure des objectifs en 2025 sur les contre-la-montre. Est-ce que tu as une idée des moyens qui vont être à ta disposition pour justement te développer? On peut imaginer que
j'ai l'impression qu'à la Bingoal, il y a une cellule performance qui est ultra compétente. J'en parlais à l'instant de niveau mondial. Donc, en logique, on parlait de ces fameux gains marginaux et ces quelques secondes, par exemple, qui te manquaient pour aller intégrer un top 5 sur le Tour de Belgique. Est-ce que tu penses qu'avec les moyens qui vont être mis à ta disposition, tu vas avoir les outils justement pour te rapprocher de tout ça? J'ai pas encore pu trop en discuter pour pas vous cacher, parce que du coup, ça s'est fait récemment et j'étais pas en position. Mais j'ai rapidement sportif quand il m'a appelé, du coup ils me font venir semaine prochaine justement pour que je ramène mon vélo de chrono, prendre les côtes déjà de celui-là que j'avais cette année pour le mettre sur le nouveau que j'aurai l'année prochaine. Donc ça c'est déjà top, je vais pouvoir rouler déjà avec ACAP, qui sera une première pour moi en décembre. Et puis oui, je pense, j'avais vu qu'ils avaient fait des souffleries, le directeur de la performance l'année dernière il m'avait dit qu'il avait fait une soufflerie pour un de leurs coureurs, donc je pense, monsieur Duthioux il m'a dit que je serais l'élément, quand il y a le chrono, ce serait l'élément principal de l'équipe quoi. Donc je pense que oui, on va en discuter au prochain stage, mais je pense que oui, ils mettront les éléments à disposition et je pense que je pourrais aller chercher quelqu'un que j'avais pas pu avoir cette année. Ouais. Par exemple, tous ces essais en soufflerie, c'est des choses que tu vas découvrir. Ouais, soufflerie et tout, j'ai jamais fait piste. J'ai fait une fois des tests en piste, mais ça avait duré 2 heures, donc on peut pas tester tout ce qu'on peut tester en une journée ou une après-midi. Et là, ça va vraiment être dédié que à moi. Donc, et puis avec déjà une bonne base, parce qu'avant, quand j'ai fait mes études sur la piste, c'était pas une très bonne base. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de gains à chercher. Après, ça se trouve, je suis déjà optimisé et il n'y a pas de gains à chercher, mais je pense que rien que la combinaison, le casque et là une autre position, il y a plein de watts à arriver à pied par-ci par-là. Et au niveau Vas-y Thibaut. Excuse-moi, t'es encore avec ton matériel 2024 ou t'as déjà des touches sur ton matériel 2025? Et si oui, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Non, je sais que ce sera les vélos, ça restera de Rosa, mais apparemment ils vont sortir un nouveau vélo et aussi des nouveaux prolongateurs entre guillemets plus moulés. Donc c'est pour ça aussi qu'ils me font venir, donc je verrai ça sûrement semaine prochaine. Et puis oui, non, je verrai ça, je pense semaine prochaine, on aura plus le temps d'en discuter. Hein. Okay. Tu sais quand est-ce que le premier stage est prévu? Du coup, le premier stage, c'est du 11 décembre au 20 décembre à Calpe, ouais. Donc c'est dans 2 semaines, même pas. Et donc là aussi, ça va être ton quelque part le Calpe qui a un petit peu le passage obligé des grands professionnels. Donc ça va être ton premier stage véritablement à Calpe où ça sent l'odeur du World Tour là-bas au mois de décembre. Ouais, du coup j'y étais l'année dernière avec du coup mes collègues de Dijon. Donc je connais maintenant les routes, mais c'est vrai que j'avais pas la structure autour. Donc là d'être massé, de pas avoir à faire à manger, de tout ça quoi. Donc c'est sûr que j'ai eu le parfum justement l'année dernière de croiser toutes les équipes, mais là je pense que je serais vraiment cadré, ce serait une première pour moi. Ouais. Bon écoute, je te conseille honnêtement, je te conseille de faire un tour sur le Strava de Mathieu Van Der Poel et de copier ses entraînements. Ouais, ce sera pas moi qui va donner les plans, mais oui, je pense que lui il doit bien connaître les routes que Remco aussi, je pense qu'ils sont là-bas. Écoute, merci beaucoup Quentin. Toi, je suis sûr Thibaut, t'as vu toute l'expérience que Quentin a eu dans le monde amateur, et toi Thibaut qui porte un regard attentif sur le monde amateur, je suis sûr que t'as une petite question à poser sur l'actualité, sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le monde amateur. Oh Vincent, je te sens venir. C'est toi qui as dans la vue une question en tête, donc vas-y pose-la. Non, voilà. Pose la question que je voulais que tu poses. Ah bon? Non, je sais pas, vas-y Enzo. Moi je sais pas. Non, mais simplement, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de débats, Quentin, au niveau du milieu amateur, que t'as encore des liens forts, hein. Tu parlais de l'équipe de Dijon il y a quelques secondes. Ouais, ça cesse de se réformer. Même cette année, il y a encore une réforme. C'est bordélique. Ouais, on voit que c'est très très compliqué. Il y a des équipes qui mettent la clé sous la porte. Est-ce que tu suis tout ça d'un œil attentif et quel regard t'as un petit peu sur tout ça? Est-ce que t'as, je sais pas, de ton point de vue, des axes d'avancée, des choses qui pourraient être faites pour améliorer un petit peu tout ça, hein, même si bien évidemment, t'es pas politique dans le cyclisme, mais t'es concerné, donc t'as peut-être une petite idée sur tout ça. Ouais, on sait que c'est dur à gérer une fédé, mais oui, là c'est sûr que je suis l'actualité et moi qui étais à la recherche d'un contrat, pendant une période, j'allumais mes Diag vélo tous les jours et puis je voyais que les nains s'arrêtaient une à une, donc ouais, c'est sûr que ça fait peur.
Et surtout en Bretagne, en plus, c'est surtout la mecque du vélo entre guillemets en France. Donc on se dit que si même les équipes en Bretagne commencent à s'arrêter, c'est que ça devient vraiment inquiétant. Et ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus dur à organiser les courses. Et ça coûte de l'argent, il faut des bénévoles, et puis les bénévoles c'est déjà dur à trouver. Puis des fois les clubs organisent des courses, et puis déjà il y a que 30 coureurs au départ, mais aussi des fois il y a 150 coureurs au départ, mais au final ils gagnent quasiment pas d'argent parce que tout l'argent qui va à la Fédé, entre guillemets, ça va à la Fédé quoi. Et puis je pense au niveau de la Fédé il y a des trucs à améliorer. Enfin, c'est pas pour critiquer, mais je sais pas combien d'argent a été mis pour la piste cette année, pour leur faire tout leur X stage en altitude. C'est un exemple, hein, mais au final, le seul qui a perfait cette année au JO et qui a sauvé le bilan de cette équipe, c'est Benjamin Thomas. Et puis il n'était pas en stage, il n'a pas fait tous les stages qui ont coûté je ne sais pas combien d'euros, et qui auraient pu aider à développer les clubs en amateur. Et je pense, moi j'y ai pensé, du coup, je pense que oui, le système qui est mis en place déjà entre guillemets d'indemnités de formation, c'est déjà bien. Mais j'ai aussi pensé à un système qui pourrait faire que, par exemple, nous, quand on a nos primes UCI, il y a toujours 2% qui va, je crois, au règlement antidopage. Et je me suis dit, mais on pourrait faire 3% des primes, parce que je pense à la Philippe, je sais pas, les grands champions français, Madouas, ils seraient contents qu'il y ait 3% des primes qui soient allouées au club amateur. Et je pense que ça pourrait aussi les aider dans ce sens-là. Après, c'est un petit pas, mais c'est une idée, quoi. Et c'est vraiment des choses qui permettraient d'améliorer la vie des équipes. Parce qu'on se rend pas compte, 2-3%, ça représente quand même des sommes importantes. Ah oui, quand je vois nos primes en Conti, c'est pas incroyable, mais si je pense les primes en World Tour, quand je sais ce que c'est, oui, si on alloue 3% au club, toute la pyramide, quoi. Faut pas oublier toute la pyramide, faut pas que les N1, il y a aussi les clubs qui sont pas des N. Oui, ça pourrait les aider. Puis je pense faciliter l'organisation des courses et des fois aussi les calendriers, que les comités se mettent en relation, parce que des fois on voit par exemple il y a des cyclocross, il n'y a pas de cyclocross un week-end et puis le week-end d'après il y a 3 cyclocross en 100 bornes quoi. Donc c'est sûr que rien que ça c'est une base aussi que les comités des fois se mettent d'accord là-dessus quoi. Moi, c'est une question que je me pose tout le temps parce qu'on voit pas mal de pros, de coureurs en Conti qui redescendent en amateur. Est-ce qu'un très très bon amateur, vraiment le top niveau des amateurs, est-ce qu'un top amateur peut gagner un peu mieux sa vie un coureur moyen de Conti? Il faut vraiment être dans le top 5 et faut aller dans une équipe qui rémunère bien. À l'époque, il y en avait des connus, mais il y en a pas mal qui ont, par exemple, Fibolia, ils étaient bien réputés pour, c'est pour ça qu'il y avait par exemple des coureurs comme Michael Guichard, qui lui disait qu'il gagnait vraiment sa vie en amateur, qui allait là-bas. Parce que oui, ils avaient un bon salaire, puis ils sont payés aussi à la prime de course, de victoire. Bon, il y en a qui gagnaient, c'est des chasseurs de primes. Hein. Ouais, mais c'est de plus en plus rare, hein. Maintenant, il y en a 2-3 qui doivent gagner, 2-3 amateurs en France qui doivent mieux gagner qu'un coureur continental en France, donc c'est vraiment très rare. C'est un problème qui est soulevé régulièrement, ce que disait Quentin par rapport aux 2-3% qui pourraient revenir à d'autres équipes, c'est que le pôle formation donc chez les équipes amateurs est vraiment pas reconnu. On va dire que c'est eux qui investissent beaucoup à la base de la pyramide pour aider à faire grandir les coureurs. Et une fois qu'ils ont quitté l'équipe, ils ont juste la satisfaction de voir leurs coureurs intégrer le World Tour, mais derrière, en termes monétaires, il n'y a pas de retour. Dans le football, sur un transfert, selon le contrat, comment c'est signé, on peut avoir tel pourcentage de la clause de rachat du contrat qui va aller pour l'équipe, soit l'équipe formatrice, soit le club précédent. Dans le vélo, ça n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait trouver un moyen de... Ça existe, ils ont mis en place, c'est 10-12K. Donc voilà, c'est le ruissellement n'est pas assez important. Par année de formation pour les World Tour. Mais tu pourrais, par exemple, même là-dessus, il y a des points d'amélioration, parce que par exemple, je sais que du coup, moi, j'aurais pu être K, mais je suis pas le cas parce que j'ai plus de 25 ans. Pour le Pro Team, c'est 1 000 € par année de formation. Et par exemple, Tom de Nenzirt, qui a été recruté par SCO Dijon, et à l'époque, il n'était pas connu avant de venir à Dijon. Et c'est un peu Dijon qui l'a fait éclore, et Dijon, au final, il y gagne rien, parce que maintenant, il est en World Tour. Et parce qu'il a plus de 25 ans, Dijon, ils ont rien gagné dans cette affaire, entre guillemets, quoi. Alors entre guillemets, on lui a fait quasiment 90% de la formation à haut niveau, quoi. Et au final, ils en tirent rien en bénéfice, quoi.
Le vélo est à la mode. Il y a des stars, il y a des immenses stars dans le vélo. Tout en haut de la pyramide, on voit que les salaires sont en train de monter, les salaires explosent. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne ruisselle pas et qui ne revient pas à la base. Et voilà, il y a encore des choses à faire. En tout cas, il y a un truc à faire pour les équipes. C'est notamment les équipes Conti, les équipes Pro Team. C'est Side Limit. Donc voilà, jeu de fantasy qu'on soutient dans le coup tordu. Quentin, je l'ai pas dit dans le podcast. Voilà, je le dis pour les amis qui sont passés par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. On va offrir la carte de Quentin sur Side Limit. Donc voilà, je vais lancer la petite roue et celui qui je prends une petite capture d'écran, j'ai une roue, voilà, et celui qui va être tiré au sort va gagner la carte de Quentin sur Side Limit. Donc c'est Xavier Morton. Voilà, félicitations à Xavier Morton qui va avoir la carte bleue de Quentin. Alors carte bleue sur Side Limit, évidemment, dans sa galerie. Oui, non, on va pas filer sa visa. Donc bravo à Xavier Morton qui pourra utiliser la carte de Quentin en 2025 sur Side Limit et s'amuser en fantasy. Quentin, on te souhaite le meilleur pour 2025. Attends, il y a quand même une petite. Il y a quand même une petite question en plus en rapport avec ça. Vas-y mon Thibaut. Vu qu'il va avoir sa carte, Quentin, t'as des objectifs à plus ou moins court et long terme l'année prochaine. Quels seront tes objectifs en termes de course, auxquels, allez, si t'as un programme, tu vas participer et tu vises, et quelle course dans ta carrière tu aimerais gagner? Absolument. Que j'aimerais gagner. Là, je vais partir. Normalement, sur mon programme de course PNL, j'ai Paris-Roubaix, donc déjà c'est un rêve un peu de gosse entre guillemets d'y participer. Et moi, je pense que c'est avec le titre de champion de France, les titres de champion de France, ce serait le rêve de gagner, puisqu'après on garde le maillot. Je suis assez franchouillard, donc porter le maillot pendant un an, ça doit être quand même incroyable, quoi. Champion de France chrono ou sur route? Bon, allez, on va être gourmand en route parce que le chrono, on savoure pas assez le chrono. Après, sur les courses, on est tout le temps à fond sur le chrono. Mais Paris-Roubaix, très bon choix parce qu'en plus, du coup, comme t'aimes te projeter à l'avant, on le sait, souvent, les échappées matinaux figurent bien. Donc, qui sait, pourquoi pas. Oui, là, il faudrait vraiment que les planètes s'alignent et que je passe un sacré cap. Mais bon, oui. Oui, et que Tadej Pogacar ne s'y aligne pas cette année parce que, de toute façon, dans tous les cas, faut se taper les deux oiseaux du cyclocross. Ouais, ou il faut qu'il y ait un mec qui mette tout le monde par terre comme autour des flancs, quoi. Et à ce moment-là, ça peut peut-être le faire. Parfait. Eh ben merci mille fois Quentin. On te souhaite le meilleur pour 2025. Alors dès que t'en claques une, tu reviens nous faire un petit coucou dans le podcast. Bah ouais, carrément, avec plaisir. Merci de votre invitation, c'était chouette. Et puis vos podcasts, ça permet de passer certaines sorties d'entraînement plus vite. Ça passe rapidement, donc c'est top. Toujours cool à vous écouter. Ah, c'est vrai? Tu nous écoutes en sortie de... Incroyable. Du coup, ouais, j'ai écouté celle d'Alexis en début d'année, là, qu'il avait fait. Et j'ai écouté les deux de Pierre. Et aussi, j'ai écouté celle de Miguel Heidemann. Ouais, je me suis dit, il y a pas mal de trucs intéressants qui peuvent être, vu que je sais qu'il était ingénieur et que il était bien développé dans le chrono. Il y avait il y avait pas mal de choses intéressantes, ouais. Qu'il a dit. Il a aussi l'a battu en début de saison. Ouais, tu l'as battu à Sarja. Ouais, c'était, après, pareil, comme dit, c'était tout plat et puis c'était en vélo de route, donc ouais, c'était particulier. Mais ouais, c'était un de mes adversaires, puis j'étais quand même fier de l'avoir battu, ouais, c'est clair. Bon très bien, parfait Quentin, content de t'accompagner alors pendant tes sorties d'entraînement, ça fait super plaisir. Donc je l'annonce pour tout le monde. On annonce l'invité de la semaine prochaine, les gars. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, Jordan Jegat qui sera avec nous dans le coup tordu la semaine prochaine, qu'on a vu notamment à son avantage sur le dernier Tour de France avec la Total Direct Energy qui sera l'invité de l'épisode 225. Et puis d'ici là, allez vous abonner, on suit tes aventures sur t'es actif sur les réseaux sociaux, Quentin, sur Instagram, t'es pas j'ai l'impression t'es pas le mec qui publie le plus. Ouais, je suis pas le plus gros Instagrammeur du coin, mais des fois je mets des stories, je suis quand même assez actif régulièrement, et puis oui, je suis sur Instagram, Facebook et Strava, je suis bien actif sur Strava.
D'accord, donc voilà, si on veut te suivre, faut aller sur Strava. Je le dis pour tout le monde, si vous cherchez des infos sur les coureurs, Strava, c'est là où on trouve le plus de choses. Donc Quentin Bézat, allez taper son nom, puis voilà, il y a quand même des petites choses sur Instagram, donc allez cliquer pour grossir sa communauté. Les gars, je vous entends là derrière Thibaut, t'allais dire un truc? Non, pas du tout. Juste, Quentin, on te souhaite le meilleur pour cette année et que cette année soit encore meilleure que 2024. Et puis, qui sait, peut-être à un moment titiller et passer du côté de la World Tour. Bah ouais, carrément, un Continental Pro Team, pourquoi pas continuer dans ce sens-là, ce serait top, hein. Moi je signe. Ouais, là, l'évolution est linéaire, donc merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé ce soir. Déjà, super sympa de ta part, très intéressant de parler avec toi. Le meilleur pour la saison à venir, et on t'attend dans l'échappée matinale sur Paris-Roubaix. Ouais, clairement, ce sera l'objectif, je pense. T'as une mission ce jour-là. Ça va, on va y tâcher. C'est noté. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc je rappelle que l'émission désormais est aussi disponible sur YouTube. Quentin, c'est toi qui inaugure le coup tordu sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouvez Thibaut sur Twitter, son compte Thibaut Chambre, Enzo alias Analyste Phoenix sur Twitter, et puis on est sur Blue Sky également. On est un petit peu partout. Le coup tordu sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, et voilà. Puis dispo bien évidemment. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on répondra avec à grand plaisir à vos questions. Merci les amis, on se retrouve très très vite pour un nouveau coup tordu. Ciao ciao. Salut à tous. Salut.